Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Bray. Donc aujourd'hui, je commence, je vais faire plusieurs émissions comme ça avec un ami Michel Chanu qui va se présenter, qui est agriculteur dans le 61. On refera plusieurs épisodes parce qu'on va pas parler plus de 40 minutes. Je trouve qu'après c'est trop long. Donc on va parler agriculture on va remonter un peu avant-guerre. On va parler agriculture avec Michel. Donc Michel, je te laisse te présenter, je te donne la parole et puis tu vas exposer, puis on va débattre. Allez à toi Michel, je te donne la parole. Bonsoir Philippe, puis merci de m'avoir invité, puis bonsoir à vous tous. Voilà, alors, moi je suis petit-fils d'agriculteur. J'ai été un temps dans ma carrière artisan commerçant au contact des agriculteurs. Et puis après un incident de parcours, je me suis retrouvé agriculteur moi-même. Et ma vie d'agriculteur n'a pas été une vie facile. Là, j'ai vraiment découvert ce qu'était le monde agricole. Et voilà, j'aimerais pouvoir vous parler de tout ce que j'ai pu observer. Ça a attisé ma curiosité. J'ai fait des recherches sur le monde agricole. J'ai fait un gros travail d'audit parce que j'estime que pour pouvoir parler d'un sujet, faut tout d'abord le connaître. Pour le connaître, il faut avoir fait un boulot d'audit sur un temps long. Et puis, il faut être en mesure d'en parler sans intérêt particulier. Il faut pouvoir en parler sans tabou, sans jugement et sans complaisance. J'estime qu'on doit pouvoir parler de tout, même quand ça gêne. Le monde agricole est victime, mais le monde agricole a fait aussi beaucoup d'erreurs. Et il faut savoir reconnaître ses erreurs. Tout le monde en fait des erreurs, hein, c'est pas que le monde agricole. Et je pense que pour pouvoir parler d'un sujet comme le monde agricole, faut revenir aux choses fondamentales. Premièrement, quelle est la fonction première de l'agriculture? J'estime que l'agriculture, elle est là pour nourrir sainement la population. Elle est là pour exploiter et pour veiller sainement sur les espaces naturels et sur le territoire. Et en contrepartie, tout État qui se respecte, toute population qui se respecte, doit être en mesure de participer au salaire des gens qui nous nourrissent. Pour moi, c'est la fonction première. Aujourd'hui, quand on fait le constat, on est loin du compte. On est loin du compte parce que est-ce que le monde agricole aujourd'hui nourrit sainement sa population? Moi, je suis tenté de dire non. Je dirais non quand je vois ce qui se passe dans la viticulture. Tous les grands vins sont pourris, tout le monde le sait, hein, et c'est les plus grands vins qui sont les plus pourris la plupart du temps. Si on regarde la production porcine, notamment qui se pratique en Bretagne, on ne peut pas dire qu'on nourrit sainement la population avec ça. Si on a l'élevage des poulets, c'est pas mieux. Et si on prend la production céréalière, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, j'estime que la population agricole ne nourrit plus sainement la population, sauf encore le secteur élevage. C'est peut-être là où on aurait les produits de meilleure qualité. Production laitière, production viande. C'est là où sont encore les productions de qualité. Et ce qui me saigne aujourd'hui, c'est de voir que c'est toutes ces populations qui ont été vertueuses, tous ces producteurs qui ont été vertueux, c'est ceux-là qu'on est en train de descendre. Et ça, c'est foncièrement injuste. Et là, on s'aperçoit aujourd'hui que si la population, si le monde agricole nourrit très mal sa population, par contre, elle nourrit très bien les dirigeants de ses coopératives, elle nourrit très bien les dirigeants de ses filières. Hein, j'en veux pour les contributions volontaires obligatoires. On a quand même 90 organismes en France, hein, des organisations interprofessionnelles qui sont habilitées à percevoir les cotisations. C'est quand même énorme. Elle nourrit très bien les spéculateurs boursiers et elle nourrit très bien les administratifs. Hein, aujourd'hui, on est à peu près à 6 personnels administratifs pour un agriculteur en France. Hein, et l'agriculteur, il nourrit très bien ces populations-là. Mais par contre, on est complètement hors du cadre. C'est pas la fonction première d'un paysan de nourrir ces gens-là. Et si on regarde, je suis pas écolo, hein, rassurez-vous, je suis pas du tout écologiste. Mais si on regarde froidement les choses, si on regarde le milieu naturel,
ça a été sur les 2 millions de kilomètres de haies et de talus que comportait le pays, on en a rasé à peu près 1,8 million. Je dis pas qu'il fallait tout garder, hein, mais enfin, on a quand même fait de la casse à ce niveau-là. Des remembrements faits par le génie rural, planifiés par le génie rural, qui ont été très mal faits. Il fallait agrandir les parcelles, oui, c'est un fait, pour accueillir le machinisme. Mais supprimer les haies sur les courbes de niveau, comme on a fait avec le ruissellement, l'érosion des terres, les conneries qu'on a faites à ce moment-là, hein, et là, on ne peut pas accuser l'agriculteur, ce sont les techniciens agricoles, hein, ce sont les polytechniciens de l'époque, hein, qui ont été les fautifs, et on ne peut pas dire qu'on a été respectueux du milieu. Si on regarde en plus le milieu aquatique, milieu marin qui a impacté comme en Bretagne avec les nitrates, si on regarde les nappes phréatiques, si on regarde tout ce qui est destruction des pollinisateurs, si on regarde la sauvegarde des espaces agricoles, parce qu'en 40 ans, on a quand même perdu 3 millions d'hectares avec l'urbanisation, et on a reperdu encore 3 hectares de terres qui sont retournées en friche. Les terres en friche aujourd'hui, c'est quasiment, les terres qui ne sont plus cultivées en France, c'est quasiment l'équivalent des terres qui ont été captées pour l'artificialisation des sols. C'est énorme. Oui, c'est C'est 6 millions d'hectares. 1 700 000 hectares. Tiens, tiens-toi, on t'entend mieux quand tu es un peu plus à gauche. Comme ça, ouais. Ouais, c'est marrant. D'accord, ok. Ouais, comme là, ouais. 1 700 000 hectares en friche, oui, effectivement. Autant que l'urbanisation. 40, en 40 ans, hein, moi j'ai fait ça sur la période de 40 ans. Et Donc, quand tu disais, alors nous, oui, on va faire plusieurs émissions, que ce soit les écologistes un peu extrémistes ou nous, on va dénoncer tout ce qu'on a à dénoncer, on est rattaché, comme tu dis, à personne. Et quand tu dis, globalement, on a quand même fait de la merde, ça veut pas dire que c'est les agriculteurs qui sont responsables, ça veut dire, et tu vas le dire, c'est que l'agriculture a été industrialisée, notamment avec les lois passées sous Vichy, sous les nazis. alors voilà, tu vois, alors, bon, est-ce que l'État aujourd'hui veille à rémunérer correctement ses producteurs? Ben, je dirais oui pour 20% d'entre eux. Oui, Hein, parce qu'on a 20% des producteurs en France qui sont très, très, très bien rémunérés. tout à fait. Par contre, on a 80% qui sont en train de crever. Voilà. Et la plupart du temps, c'est ceux qui font de la qualité qu'on est en train de laisser crever. C'est ça qui est malheureux. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que la ménagère de moins et de plus de 50 ans, quand elle va faire ses courses, rémunère correctement l'agriculteur? Je dirais qu'elle, elle est en train de, je voudrais pas être vulgaire, mais elle est en train de se faire prendre par devant et par derrière parce qu'elle paye à travers ses impôts. Elle paye non seulement l'agriculteur, mais aussi toute la filière, hein, l'agroalimentaire. Elle ne cesse pas de voir l'étiquette du supermarché monter à la hausse. Hein. On ne peut pas faire ses courses si vous faites vos courses tous les 15 jours, tous les 15 jours, vous avez une variation d'étiquette vers le haut. Il y a vraiment un problème. Et ça profite pas du tout aux producteurs. Donc, le consommateur, là-dedans, il est franchement bien couillonné. Alors, tout ça, moi, là, on va parler du temps maintenant, comment les choses se sont construites. Je dirais que la France a très mal négocié son passage de monarchie, de système monarchique féodal qu'on avait depuis le 5e siècle par Clovis, hein, qui était le roi des Francs, et on avait un système féodal qui, en fait, où on avait le seigneur qui protégeait effectivement, qui assurait la sécurité du paysan, et le paysan qui, en retour, nourrissait la population et les seigneurs et tout ce qu'il y avait en haut. Mais ça fonctionnait. On n'était pas dans une époque modernisée, mais tout fonctionnait correctement. Si on regarde jusqu'au Xe siècle, au Xe siècle, on a commencé à avoir des augmentations de population, on a commencé à avoir du défrichement intensif, Xe siècle. Hein. Et là, on est arrivé au XIIIe siècle, on est passé sur un régime seigneurial, et l'apparition de l'État et l'apparition du commerçant. C'est Oui. là où les choses ont commencé à se dégrader. Et là, ce qu'on a très très mal vécu, et surtout pour la paysannerie, c'est l'époque pré-révolutionnaire. En gros, c'est les années 1750. Ça correspond au siècle des Lumières. Où il y avait plus de 20 millions de paysans. Voilà.
Et là, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, hein? Qu'est-ce que c'est qu'une république? C'est la dictature du nombre. En fait, on se range derrière l'avis du plus grand nombre. Mais encore faut-il que le nombre soit éclairé. Et aussi, on n'avait pas BFM TV à l'époque, mais on avait tous les penseurs des Lumières. Ces gens-là étaient des progressistes et n'avaient qu'une volonté, faire profiter le commerce et la classe de la bourgeoisie. Et là, dès 1730, alors j'ai un invité là. C'est bien. J'espère qu'il va être sage. Un peu Mais plus près du micro, oui. Oui. voilà, dès 1750, On dirait que tu as baissé le son, je ne crois pas m'entendre. ah, on modernise l'agriculture française, c'est-à-dire qu'on importe des méthodes culturales qui viennent d'Angleterre. C'est là où on va commencer à faire de la sélection sur les animaux. C'est là où on va commencer à faire de la sélection sur le végétal. C'est là où on va commencer à changer des pratiques culturelles. Tout ça se fait au siècle des Lumières. Oui. Et ça a quoi pour effet? Ça a pour effet d'enrichir la bourgeoisie marchande. Et c'est ce qui permettra au moment de la Révolution aux bourgeois d'acquérir des terres. Bien La sûr, plupart des terres, souvent, qui appartenaient au clergé, qui ont été mises en vente. tout à Et fait. en fait, c'est cette classe-là qui va acheter les terres. C'est Oui, les bourgeois. oui, Donc, en fait, le paysan, il a été victime d'une seule chose, du commerce. Il a été victime du commerçant. Et les choses se sont envenimées après la Révolution. Alors, ça a fait beaucoup de laissés pour compte. Parce que on avait ce qu'on appelait les communaux. oui. On avait la veine pâture. On avait des gens qui se retrouvaient paysans mais qui n'avaient plus de terre. C'était des gens qui faisaient de l'agriculture de subsistance. Et ces gens-là, on s'en est clairement débarrassé dans ce qu'on a appelé les guerres de Vendée, hein, parce que quand il y a eu la chouannerie, rassurez-vous, les paysans ne se sont pas battus pour défendre le roi. Ils ont commencé à se battre contre les révolutionnaires parce que ils avaient vu leurs moyens de production anéantis et ils crevaient de faim. Ils n'avaient plus de terre à exploiter. C'est ça la chouannerie. Hein. On dit oh là là, le chouan a défendu le roi. Non, non, le chouan, il s'est révolté parce qu'il avait plus de quoi bouffer. Et ces gens-là, on les a décimés. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé dans le Maine-et-Loire, en Vendée, en Bretagne, en Normandie, Pays Basque, hein, et même sur Lyon, ces gens-là ont été purement et simplement décimés. C'est les paysans qui ont été décimés. C'est les paysans qui ont été décimés, principalement. Hein. Et si on avance un petit peu plus dans le temps, on va voir naître ce qu'on appelle le catholicisme social et le catholicisme libéral. Alors, ces gens-là, en fait, c'est des gens qui ont cherché le rapprochement de la religion chrétienne avec les thèses modernistes des francs-maçons, des gens des Lumières. Tu parles de la Alors, JAC, là. alors on, a, on a eu différentes phases avant d'arriver à la JAC. Ça a passé par différentes étapes. Je vais reprendre mon petit papier pour être plus précis, hein, puisque le catholicisme libéral et social, ça a été un courant de pensée associatif syndical. Oui, Ça a pris naissance en 1832 avec un homme qui était sur Ploërmel, qui s'appelait Félicité de Lamennais, qui a été vivement critiqué par le pape Grégoire XVI hein, à travers une encyclique. Ensuite, on a eu le socialisme chrétien de Buchez, qui était un ancien disciple du saint-simonisme. Ça, c'était en 1829. Et ces gens-là sont venus se greffer sur le syndicalisme agricole naissant. voilà. Alors, en 1886, on a eu l'ACJF, on a eu l'Association de la jeunesse catholique française. Et en fait, l'ACJF, c'est elle qui assurait la formation agricole par correspondance. Toutes les nouvelles techniques agricoles et autres, c'était distillé tout ça par la CJF, par l'Association de la jeunesse catholique française. Ensuite, en 1917, on a créé l'Union catholique de la France agricole. Et
on a créé à cette époque l'UCFA, donc l'Union catholique de la France agricole, qu'on a adossé à la corporation paysanne. En clair, c'était le syndicalisme naissant de la rue d'Athènes. C'est ça. Donc, le syndicalisme agricole a pour naissance les milieux catholiques pervertis par la franc-maçonnerie. C'est clair. Et là, c'est là où on a commencé à sacrifier le paysan pour les intérêts marchands. Ça a commencé là. Ensuite, on a eu en 1921 la création de l'UNSA. Oui. L'UNSA qui a été un syndicat agricole Oui. catholique, qui a été Ah, beaucoup sur le développement. Ça a été beaucoup chez moi, ça sur le département du Calvados, avec un homme qui s'appelait Jacques Leroy-Ladurie. c'est ça. Très Alors, connu. Jacques Leroy-Ladurie, il avait une particularité, c'est que son frère était un associé gérant de la banque Worms. Et il s'appelait Gabriel Leroy-Ladurie. C'est ce qu'on a appelé la synarchie. Donc la synarchie avait pour but de se débarrasser du pouvoir parlementaire français C'est ça. pour installer la finance derrière l'inspection des finances et Polytechnique. Donc on voulait gangréner tous les grands corps d'État français et derrière c'était la finance qui était à la manœuvre. Et derrière il y avait le frère de Jacques Leroy-Ladurie du syndicat UNSA. Alors que c'est assez curieux parce que cet homme a été protégé à la fin de la guerre par le grand-père d'un de mes amis. C'est le grand-père d'un de mes amis qui l'a hébergé parce qu'il allait se faire buter par les francs-tireurs partisans. Hein, il y avait, bien qu'il ait été résistant sur la fin de la guerre, il y avait les FTP qui voulaient lui faire la peau. Hein, et à juste titre d'ailleurs. Hein, et il a été protégé par le grand-père d'un homme qui est élu dans le département du Calvados et qui est un de mes amis. Voilà. C'est assez curieux, mais voilà, je parle de choses, voilà, qui mêlent des gens en fait qui sont proches de moi. Et en 1929, on a eu la création des Jeunesses agricoles catholiques, Oui, les la JAC. JAC. La JAC qui a été le vivier Oui. des jeunes agriculteurs Voilà. et de la FNSEA, Oui, puisque Eugène Forget, le premier président de la FNSEA, après beaucoup plus tard Christiane Lambert, tout ça vient de la JAC. tout à fait. Et là, il faut savoir on a eu une modernisation de l'agriculture en France à travers la loi agricole de 1941. Voilà. Cette loi qui a été faite sous Pétain, que certains connaissent sous la formule jeunesse, travail, patrie, en fait, ce sont les nazis qui sont les instigateurs. En fait, c'est les Allemands qui avaient demandé à Philippe Pétain de calquer les pratiques agricoles allemandes, parce qu'ils avaient compris que la France avait un autre potentiel agricole que l'Allemagne, et eux qui avaient crevé la faim suite au traité de Versailles de 1919, où ils avaient perdu leur colonie. En fait, les Allemands ont réellement crevé de faim. Et quand les Américains leur sont venus en aide et ont pris barre sur l'économie allemande, des gens comme Rockefeller et autres qui avaient investi dans une boîte de chimie qui s'appelait IG Farben, que Iggy les gens connaissent, Farben, Iggy Farben, qui oui, aujourd'hui s'appelle Bayer. que tout le monde connaît sous le nom de Bayer, voilà. Donc Rockefeller en détenait 10%. Et effectivement, la chimie allemande est venue beaucoup à l'appui de l'agriculture allemande. Et les Allemands avaient à cette époque-là des rendements qui étaient 30% supérieurs aux nôtres. À Que l'époque. ce soit céréales, betteraves, pommes de terre, leur rendement était 30% supérieur aux nôtres parce qu'ils utilisaient les engrais de synthèse, ce que nous, on n'avait pas. Et en fait, ils vont obliger Pétain à utiliser ces engrais. Et c'est là où on va avoir les premières atteintes à l'environnement, c'est les remembrements agricoles. C'est la loi de 1941. Tout le monde voit ça beaucoup plus tardivement parce que ça s'est réalisé plus tardivement. Mais le point d'origine, c'est la loi de 1941. Et ça, ce sont les nazis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas besoin de remembrement. Nous, on n'est pas contre les remembrements. Moi, je suis plutôt pour les remembrements, mais pas de la façon dont ils se sont passés, où ils ont tout rasé. Voilà. Il y avait le machinisme agricole, effectivement, l'après-guerre,
On a quand même eu beaucoup de modernisation avec le plan Marshall. Oui. On pouvait plus travailler comme dans les années 30. C'était plus possible. Mais on aurait pu avoir des parcellaires qui tenaient compte des courbes de niveau. On aurait évité l'érosion des sols. On aurait évité que la flotte parte à la rivière, hein, parce qu'il n'y a plus rien pour retenir. On pouvait regarder une certaine humidité dans les sols, parce que les talus, ils avaient quand même cette utilité-là de faire pénétrer la flotte et de bénéficier aux nappes phréatiques. Et là, on a rayé tout ça d'un trait de plume. Ça a été ni fait ni à faire par le génie rural. On a vraiment tout massacré. Et moi, j'ai le souvenir de zones en Bretagne, parce que je me souviens, parce que bon, quand j'étais tout gamin, effectivement, moi avec mon oncle, on allait souvent en vacances en Bretagne, et je me souviens de régions complètement ravagées, dévastées. Ça, je me souviens de ça comme si c'était hier. Et en fait, c'est les nazis, c'est la loi de 41. Alors, on dit les Allemands et autres, mais en fait, c'était les Américains qui étaient derrière. Parce que si les Allemands ont été effectivement les acteurs du nazisme, ils n'en sont pas les penseurs. Hein. Les penseurs du nazisme, les eugénistes américains comme Davenport. Donc, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient en finançant l'Allemagne. Donc, ils voulaient avoir une guerre et ils voulaient faire ce qu'ils appelaient la Neue Europa, la nouvelle Europe. Alors, on a vu, suite aux lois de 41, on a vu la loi de 1960 et la loi de 1962, où là, les JAC et la toute jeune FNSEA et branche JA est très active. Et là, en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont préconisé? Ils ne voulaient plus voir l'agriculture de subsistance. Seuls devaient subsister les industriels de la terre. C'était ça, la pensée des JA et FNSEA de l'époque. Donc, en empêchant l'agriculture de subsistance, on amenait beaucoup plus au commerce, puisque les gens ne faisaient plus de nourriture pour vivre eux-mêmes. Ça passait par le réseau commerçant, c'est ce qu'on voulait. C'est là où on a commencé à faire du revenu dans l'agriculture, mais le revenu, on l'a bâti sur le cannibalisme agricole. C'est-à-dire qu'en foutant des gens dehors, quand on a fait l'IVD en 62, l'indemnité viagère de départ, on a mis des gens dehors de leurs exploitations, mais tout ça pour faire du revenu agricole. Mais le revenu ne s'est construit dans les années 60 que sur le cannibalisme. On avait En plus fait, de en fait, surface, on on gagnait plus. En fait, on a industrialisé l'agriculture pour, donc remembrement et tout, pour envoyer des gens dans l'industrie, dans les usines. On a fait grossir les fermes. On a restructuré, en fait, en permanence. Oui, alors il y a eu un deuxième, ça c'était le premier coup. Le deuxième coup, ça a été le plan Mansholt, Ah oui, 1968, oui. où Psychomanchot, là, on a clairement pris de l'argent dans la poche du contribuable en disant, nous allons financer l'agriculture la plus productive. C'est-à-dire que les seuls devaient rester les plus compétitifs. oui. Le reste devait dégager du milieu agricole. C'est marrant parce que ton discours, il s'applique encore aujourd'hui. Et c'est ajouté à ça en 72 le rapport Georges Vedel, qui dit lui, plus personne ne doit rester dans le monde rural, seuls doivent rester les industriels de la terre, le restant de la population rurale n'a plus rien à y faire. Il fallait amener donc les populations rurales vers la ville. Ça, c'était 72, c'était le plan Georges Vedel, personnage que très peu de gens connaissent. Donc voilà, on a vidé les campagnes. Si on fait aujourd'hui le bilan de tout ça, on a des départements en France qui sont devenus des départements moribonds. On a des départements qui perdent de la population. Il y a à peu près une trentaine de départements qui sont en chute libre, qui sont des déserts ruraux. Le fait d'avoir sabré l'agriculture dans ces zones-là, on a sabré le commerce, parce que le petit commerce, lui, il a aussi déserté ces milieux-là, puisqu'il ne pouvait plus y vivre, il n'y a plus de clients. Et en fait, et les services publics ont fait de même. C'est-à-dire qu'on a créé des déserts ruraux. Donc là, sur le plan de l'aménagement du territoire, on a un véritable problème. Cette politique agricole-là, elle a eu la politique des plus grands volumes de production, elle a inexorablement amené à une chute des cours.
puisque après la modernisation due au plan Marshall, après les lois de 60-62, on a eu une succession de crises parce que naturellement, dès qu'il y avait de la production de masse, les prix se cassaient la gueule et le secteur agricole était constamment en crise. C'est Là, dû à ça. tu parles des crises du porc, des crises du mouton, des crises du lait. Voilà, c'est ça. Du lait, Les bien fruits et sûr. légumes, les, voilà. Tout ça, ça a été parce qu'on a fait des augmentations de production, mais qu'on ne pouvait pas écouler. Voilà. Et ça a fait le business, ça a fait les choux gras de la grande distribution. Donc, s'il y a vraiment un ennemi du monde paysan, c'est le monde paysan lui-même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a été en cogestion avec les syndicats et l'État français. Tout ça s'est fait de concert entre JA, FNSEA et État français. Hein, on a Politique eu vraiment agroalimentaire, JA agroalimentaire. agroalimentaire. Hein, et pour moi, les deux seuls ennemis de l'agriculture, c'est les agriculteurs eux-mêmes, une partie des agriculteurs. Et le deuxième ennemi, ça a été le secteur du commerce. Secteur C'est le secteur marchand. commercial. Donc aujourd'hui, moi, pour être pragmatique, je ne vois qu'une chose. Il faudra tôt ou tard qu'on refasse un statut particulier pour pouvoir ramener des gens dans le monde rural, ramener des gens à la terre. Il faudra avoir des formules simplifiées pour que des gens puissent repartir sur des exploitations de taille modeste. Il faudra favoriser les circuits courts, parce qu'aujourd'hui c'est complètement débile. On fait venir de l'autre côté de la planète des denrées vivrières pour nourrir la population alors qu'on pourrait les produire chez nous. Il y a vraiment un problème. De toute façon, tous les problèmes découlent de la mondialisation, tous. Donc il y a bien un moment où il va falloir, d'une manière pragmatique, inverser ça. Pour moi, je pense qu'il faudra reprendre, comme on a fait pour les artisans commerçants avec l'auto-entrepreneuriat, je pense qu'il faudra reprendre un statut simplifié pour des gens qui ont des petites exploitations. Oui. Il faudra redonner, parce que là, je suis bien d'accord avec Philippe, on ne sauvera l'agriculture qu'en redonnant du revenu à l'agriculteur. Et que ce soit le céréalier ou que ce soit le petit producteur maraîcher, ils font tous 70 heures la semaine. Hein. Je vois pas pourquoi il y en a un qui décroche la timbale et pourquoi l'autre crève de faim. Oui. Les heures passées sur la ferme, elles doivent être rémunérées. Hein. Quand on travaille en usine, on est payé à l'heure. Je vois pas pourquoi 20% d'une population agricole toucherait la timbale, l'ensemble des primes, et pourquoi on laisserait crever le reste. Là, il y a manifestement un problème. Et je pense qu'il faudra qu'on repasse par un statut comme ça pour pouvoir redynamiser certains départements, certains secteurs, si on veut pas voir le phénomène s'amplifier. Je vais, Voilà. je vais te laisser finir ta conclusion parce que, comme on a dit qu'on ne serait pas trop long, c'est des vidéos de 40 minutes, il reste 1 ou 2 minutes. Puis on va Voilà. reprendre, on fera un autre épisode derrière. Tu C'est continueras. ça. Je te laisse Et conclure, je te laisse conclure, Michel. là, il y a une chose en conclusion. La profession va voter pour ses représentants à travers Oui, les chambres d'agriculture. oui, Eh ben, quand vous votez pour des représentants syndicaux, vous votez pour vos fossoyeurs. oui, Vous votez pour ceux qui vont vous mettre dedans. Et s'il y a aujourd'hui quelque chose qui me peine profondément, c'est de voir la récupération politique qui est faite derrière le malaise paysan. oui. Ça, c'est complètement abject et dégueulasse. On voit des gens d'extrême droite. On voit des gens arriver, alors des mecs qui ont fait des cagnottes, on ne sait pas trop comment ils ont réussi, quelquefois des cagnottes à plusieurs centaines de milliers d'euros. Des gens qui ont des appartenances Extrême droite, extrême gauche. extrême droite, extrême gauche. Hein, je ne vise personne, hein, mais il y a quand même quand même de profils qui arrivent dans le syndicalisme agricole. Et ça n'honore pas les syndicats d'ailleurs. Hein, ça n'honore pas les grands syndicats que sont la coordination rurale ni la FNSEA. Mais de droite comme de gauche, on a une politisation de la détresse agricole qui, moi, me peine, parce que c'est franchement abject. C'est dégueulasse Et qu'ils de aient l'autre ça. côté, on a des extrémistes dans l'écologie qui proposent des programmes irréalisables. Tout à fait. On a ça des deux côtés. J'y ai à un moment donné, et je pense que pour pouvoir sortir, il faudra s'allier avec le consommateur, parce que là, il y a aussi un problème. Il y a un problème de l'agriculteur qui a laissé la dérive se faire à travers ses représentants.
hein, parce qu'à travers la cogestion, mais on a aussi un problème d'éducation du consommateur. Je crois qu'il faudra quand même rééduquer les gens si un jour ils veulent bouffer de la qualité, donnant. Producteur, il faudra qu'il refasse de la qualité, qu'il la vende au juste prix, mais il faudra aussi rééduquer le consommateur pour qu'il aille pousser, qu'il aille éviter de pousser la porte de les grandes surfaces où il va se faire baiser pour acheter de la camelote pour, hein, que je ne qualifierai, que je vais pas qualifier d'un mot qui commence par M, On va être obligé de hein, couper parce qu'on va arriver à la fin du temps. Donc, ça marche. on termine là-dessus et on refera un deuxième épisode. Parce que, enfin, Ok, deuxième, plusieurs épisodes. ça marche. Donc, Et Michel, puis, à bientôt au prochain épisode, Michel. Hein?